Élaboration de processus automatisés. Ah ah. Alors, on va passer un peu, comme ça vous pourrez y revenir dessus, parce que là, dans mon cas, dans votre cas, je pense pas que vous ayez vraiment besoin d'avoir tout ça, mais c'est important. La première étape pour automatiser les tâches répétitives, c'est de clairement définir les processus qui seront automatisés en priorité. Je vous le répète, vous définissez les tâches que vous voulez automatiser et vous priorisez. Vous ne pouvez pas tout automatiser d'un coup. Et comme ça va vous permettre aussi de faire des liaisons si nécessaire. Donc, tu analyses donc déjà, c'est l'identification des processus clés. Donc, tu dois analyser tes données. Tu analyses les données quantitatives et qualitatives pour voir quels sont les process dans l'entreprise qui consomment le plus de temps et de ressources. Tu fais aussi un feedback avec les utilisateurs. Donc, moi, je pense que ça pourrait être bien en fait d'avoir un feedback des équipes, mais également un feedback des clients. Parce que des fois, ce qui prend du temps et ce qui est énergivore en termes de ressources, que ce soit humaines ou temps, ben, au final, le client, il empathie. Donc, c'est bien d'avoir des questionnaires aussi, pour savoir. Ensuite, tu hiérarchises les processus. Donc, ça, c'est la deuxième étape. C'est-à-dire que tu classes les processus en fonction de leur impact. D'accord sur finalement l'efficacité dans l'opération. Hein. Et puis, tu vois finalement si le process a plus d'impact sur le résultat que d'autres. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir hiérarchiser l'importance de l'automatisation. Et puis, bien sûr, tu regardes aussi la complexité de l'automatisation. Tu évalues la complexité des process. Tout ça, en fait, je vous le dis, c'est des étapes, mais il faut que vous puissiez, après avoir fait ça, savoir exactement ce qui est vraiment important à automatiser. Ce que je veux dire, c'est que classer des documents Drive, en vrai, c'est important, mais est-ce que c'est pas plus important de faire en sorte que que le devis et le contrat soient signés prioritairement? Moi, je priorise ça. D'accord? Ensuite, moi, dans mon cas, si je prends de la communication digitale, la personne, elle paye au forfait. Est-ce que c'est pas avantageux pour moi que je et pour la garder, que je mette en place un process qui me permette en fait de garder un forfait plutôt conséquent, mais pas hyper gros, pour que je fasse d'autres choses avec elle et que j'automatise certains process de la communication digitale, notamment la programmation. Donc tout ça, ça se réfléchit. Donc ensuite, il y a l'identification de points d'intervention humaine. Alors ça, c'est super, 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 super important. Il y a forcément des étapes manuelles qui vont venir se greffer. Donc en fait, il faut que tu examines chaque étape du process et que tu identifies celle qui nécessite ton intervention, l'intervention de quelqu'un de ton équipe. Ça peut être la saisie manuelle de données ou la validation d'intervention. Je sais que des fois, tu fais en sorte que, moi, je sais que par exemple sur Wix, par exemple, l'envoi de contrats se fait automatiquement, mais je dois déplacer la fiche client moi-même manuellement dans valider. Parce qu'en fait, comme on analyse la candidature, je ne veux pas que ce soit automatiquement mis dans l'envoi de validation, puisque des fois, je ne valide pas. OK. Donc, ça, c'est important. Mais c'est juste une petite manip, quoi. Après, j'en vois rien. C'est déplacer une fiche dans une autre colonne. Ensuite, faut que tu puisses analyser le potentiel d'optimisation. Donc, les points d'intervention humaine, souvent, elles peuvent être, ça peut offrir un potentiel d'optimisation. Donc, ça veut dire que tu peux avoir des points d'intervention humaine, mais comme après, tu as automatisé le tout, finalement, il y a moins d'erreurs. Mais il faut que tu vois si c'est possible ou pas dans le process que tu as hiérarchisé comme prioritaire. Ensuite, il faut définir forcément, ça c'est la quatrième étape et c'est essentiel, c'est les objectifs d'automatisation. Pourquoi tu automatises? Tu vois, ça peut par exemple inclure la réduction de temps de traitement, diminution d'erreurs et du coup une augmentation de la productivité. Ça dépend. Mais aussi peut-être satisfaction client. Quel est l'objectif de ton automatisation ou de tes automatisations? Et il faut que forcément ton choix d'outils, ton choix de process hiérarchisé en priorité et l'identification du point d'intervention humaine et tout ça, il faut que ce soit aligné avec les objectifs commerciaux de ton entreprise. En fait, tu ne peux pas automatiser en n'étant pas connecté avec ta stratégie d'entreprise. Et donc, tes objectifs SMART plutôt. Combien de clients tu veux, tout ça, tout ça. En fait, l'automatisation, elle doit vraiment contribuer à l'atteinte des objectifs. Tu comprends? Ensuite, tu dois également, cinquième étape, évaluer les coûts et les avantages. Donc, le coût d'implémentation de ton automatisation, si tu prends un forfait ou pas, ou si c'est toi qui le fais, ou si tu prends quelqu'un d'externe qui est plus calé que toi.
et qui offrira un suivi. Ensuite, nous, on fait l'automatisation. Donc, on fait un suivi. Par exemple, j'ai fait des tunnels de vente hyper complexes avec mon équipe. Et en fait, on a défini prioritairement comment on dit? Attendez, excusez-moi. Oh là là, voilà. On a défini prioritairement les besoins du client, toutes ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on a pu définir avec lui ce ce dont il a des besoins. Et on fait des suivis, pas tous les mois, tous les 2 mois. Donc ça dépend. Mais du coup, j'avoue que la cliente, si elle avait dû faire ça elle-même, ça n'aurait pas été fait dans les délais où elle attendait, clairement. Ensuite, et l'avantage à long terme, c'est qu'en fait, une fois que tu as mis ça, une fois que tu as mis comment on appelle ça? Les automatisations en place, l'avantage, c'est que tu peux récupérer les ressources humaines que tu as déjà, donc que ce soit des freelances, quoi que ce soit, ou une équipe, et tu peux les mettre sur des tâches qui ont une forte valeur ajoutée pour l'entreprise, qui ne sont pas juste répétitives et chronophages. Alors, il y a la création d'un diagramme de flux. Donc ça, c'est je vous donne des outils qui permettent les diagrammes aussi, ça peut être intéressant pour vous. C'est vraiment quelque chose où je parle aux entrepreneurs qui sont un peu plus dans des entreprises un peu plus développées que des solopreneurs. C'est important de connaître ça parce que en fait, on ne peut pas automatiser et faire des liaisons entre les automatisations. Quand c'est basique, oui, mais quand on veut rentrer dans quelque chose de plus complet, il faut un diagramme de flux. Il faut savoir, en fait, faut le représenter le schéma. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pour le tunnel de vente de ma cliente. Donc, je vais essayer d'en parler de manière. Je vais essayer d'en parler de manière concrète et simple aussi en même temps. Vous aurez tous les détails après quand vous aurez le document. Il faut déjà, il faut choisir les logiciels spécialisés qui te permettent de faire des diagrammes. D'accord? C'est un peu comme des cartes visuelles, des cartes mentales. Tu as le site Chart, tu as Microsoft Visio ou Draw.io. J'aime bien Draw.io. Et en fait, ça te facilite la création de diagrammes clairs et pro. OK? Donc, ensuite, tu considères la collaboration, c'est-à-dire que tu choisis les outils qui permettent une collaboration efficace. Euh, Comment t'expliquer? Ça veut dire que ces outils-là, il faut que tu puisses implémenter, il faut que tu puisses les mettre en place pour qu'il y ait une collaboration avec ton équipe, sinon c'est pas la peine. Donc c'est pour ça que dans le cadre de solopreneur, c'est pas vraiment utile, mais dans le cadre où tu as une équipe, oui. Ensuite, tu identifies les étapes de processus. Donc tu analyses le processus existant. Euh, Par exemple, ouais, tu utilises les étapes clés du processus en analysant les opérations courantes. Donc, comme je dis, les étapes claires, ce que tu veux vraiment déléguer, tu les analyses. Après, tu fais une documentation détaillée. Donc, documentes chaque étape de manière détaillée. Donc, ça, et je vous invite à le faire même pour vous qui êtes solopreneur et qui voulez faire de l'automatisation. Il faut vraiment que vous puissiez détailler chaque process, en fait, parce que sinon, vous n'allez pas savoir comment vous allez automatiser. Donc là, c'est vraiment ça. Donc, pour faire ça, tu détailles. C'est ça ton diagramme. Quand tu le détailles pour savoir où est-ce que tu vas pouvoir mettre les automatisations et où tu vas garder les interventions humaines. Donc après, il faut que tu choisisses des symboles. Euh, donc, tu utilises des symboles normalisés, tels que par exemple le rectangle pour représenter les étapes, les diamants pour les décisions, les flèches pour indiquer la séquence des actions, le sens, les déclencheurs, tout ça. Et ça assure une compréhension universelle, en fait. Mais ça, pareil, et tu fais des légendes. Tu choisis ce que tu veux, hein, mais disons que c'est plutôt ça qu'ils utilisent en gestion de projet. Et ensuite, tu mets des symboles, tu mets tu fais une légende, en fait, pour que les personnes comprennent dans le cadre de collaboration. Ensuite, tu séquences les étapes de manière logique. Donc, il y a un ordre chronologique, hein. Donc, tu organises les étapes de processus, déroulement naturel, en fait. Et tu t'assures que le diagramme suive la séquence facile à suivre. Enfin, que, en fait, ce soit pas complexe. Tu peux pas, il faut que ce soit fluide et que tout le monde comprenne. Ensuite, tu mets des connexions claires. Donc, vaut mieux utiliser des flèches pour montrer clairement la connexion entre chaque étape et le sens. Ensuite, tu identifies les points d'intervention humaine, c'est très important, c'est la 5e étape. Tu annotes donc ça, on est toujours sur l'outil de diagramme, hein, pour faire un diagramme clair, pour que tu visualises. Et tu identifies, en fait, tu annotes de manière spécifique là où il faut qu'un humain passe et intervienne, ou valide. C'est une étape vraiment cruciale. Et tu différencies,
tu fais des différenciations, comment on appelle ça? Il faut qu'il y ait des couleurs et qu'il y ait une différenciation visuelle, en fait, entre chaque étape automatisée, pour qu'on comprenne qu'en fait, c'est un système qu'on relie, mais qui est différent. Et puis ensuite, tu valides avec les parties prenantes, donc avec ton équipe, qui participait et avec le client, si c'est avec le client que tu fais ça. Il faut absolument qu'il y ait une possibilité de mettre des retours sur le diagramme. Normalement, tous les logiciels que j'ai mis là peuvent permettre un travail collaboratif. Mais c'est très, très important, de pouvoir, faire en sorte de ne pas le faire seul. C'est penser en équipe, si on a une équipe, surtout pour le diagramme de flux. Si vous êtes solopreneur, c'est pas forcément nécessaire, quoique, je pense que avoir comme une espèce de carte mentale, c'est nécessaire pour savoir, parce que tu visualises l'automatisation. C'est compliqué de le mettre en place quand même. Mais bon, chacun est libre. Si c'est une automatisation basique, il n'y a pas besoin. Et ensuite, le document, le document est très pertinent parce que c'est quelque chose en fait que tu vas pouvoir conserver dans ton entreprise. C'est comme la charte graphique, la charte éditoriale, c'est la même chose. Donc, là, en fait, là, je mets un point d'honneur à vraiment trouver des points d'intervention humaine et d'intégration des outils. Faut vraiment que ça soit visible sur le diagramme, voilà, tu analyses les étapes où ils font une intervention humaine. Donc ça, c'est vraiment un examen approfondi qu'il faut que tu fasses parce qu'il faut que tu puisses passer en vue chaque étape du processus. D'accord? C'est long, mais c'est important parce que sinon l'automatisation va être bancale. Et il faut que tu distingues les actions critiques où il faut vraiment quelqu'un, des actions basiques où tu peux mettre la machine, l'automatisation en place. Donc tu marques ça avec des points d'intervention sur le diagramme. Donc il faut que la notation elle soit claire. Faut qu'on comprenne que là c'est l'homme. D'accord? Il faut que le code visuel soit clair. Tu évalues les portes des opportunités d'automatisation. Donc là, c'est pareil. Toutes les tâches répétitives, une fois que tu as le diagramme comme ça, tu mets là où tu veux que ce soit automatisé. D'accord. Si ça te demande des déclencheurs différents, bah, tu changes de couleur. Ensuite, tu dois vraiment identifier les interfaces que tu utilises pour faire ces automatisations. D'accord. Donc, il peut y avoir des API. En termes de paiement, par exemple, je sais que Stripe ne passe pas partout. Donc, moi, dans mon cas, je vais pouvoir en mettre des API sur mon site. Ça peut être également des déclencheurs basés sur d'autres événements. Donc, il faut vraiment que tu puisses identifier quel est le déclencheur et est-ce que tu vas pouvoir passer par l'outil que tu as choisi ou est-ce qu'il faudra d'autres outils. Du coup, ça change de couleur aussi. Après, tu évalues les implications organisationnelles. Donc, ça veut dire la formation des utilisateurs. Parce que si tu es toute seule, ça va, mais si tu as une équipe, il faut les former, que tu puisses gérer le changement aussi, donc faire en sorte que les personnes, elles soient clairement formées et qu'elles puissent aussi être force de proposition dans l'évolution et dans tout ce qui va changer en fait dès qu'il y aura l'automatisation. Il y a plein d'organisations. Faudra revoir la structure organisationnelle de ton entreprise. Ensuite, il faut planifier de manière temporelle euh, et séquencer la mise en œuvre. Tu ne peux pas tout faire d'un coup. Donc, tu planifies le séquençage de l'intégration d'outils en fonction des priorités, des dépendances entre les étapes. Donc, ça veut dire que si tu as besoin de plusieurs outils, tu vas y aller progressivement, mais surtout avec priorité. Tu vas aller de manière prioritaire, avec les tâches qui doivent être prioritaires, en priorité, automatisées. Et le mieux, c'est de faire un calendrier. Le mieux, c'est vraiment de faire un calendrier pour comprendre les enjeux, pour que l'équipe comprenne les enjeux et voit où est-ce qu'on en est. N'oubliez pas que quand on a une équipe, l'essence même d'une entreprise qui fonctionne, c'est la communication. Et puis, de toute façon, dans toutes les relations, 90% des relations sont clairement bancales. Non, ouais, parce qu'il n'y a pas de communication. Enfin, en tout cas, dans une relation qui ne fonctionne pas, 90%, c'est la communication qui est mauvaise.